Quelle quantité de paillis vous devriez utiliser dans votre jardin? Mettre juste la bonne quantité de paillis pourrait être la différence entre la meilleure école de sa vie ou le pire cauchemar du jardinier. Aujourd'hui, je vais vous montrer quelle quantité de paillis utiliser dans vos jardins, peu importe vous êtes où dans le monde, puis quel type de paillis vous devriez utiliser. Mais avant, j'aimerais vous raconter qu'est-ce qui m'arrivait avant de connaître ces règles-là, puis la différence que ça fait maintenant que j'ai commencé à les appliquer. Quand j'ai commencé à faire des jardins un petit peu plus sérieusement au début de ma trentaine, j'écoutais énormément de vidéos de mes gourous de la permaculture qui, eux autres, disaient de mettre du paillis partout. Fait que moi, j'en mettais comme s'il n'y avait pas de lendemain. J'en mettais un petit peu comme si c'était un dogme. Oui, dans certaines situations, ça aidait beaucoup, mais dans d'autres situations, c'était une catastrophe. Puis je sentais que mon taux de germination de mes semences était vraiment bas comparé aux années précédentes durant le printemps. Fait que je me suis posé une question. Quelle quantité de paillis que je devrais utiliser dans mes jardins? Puis est-ce que je devrais en utiliser tout court? Quand j'ai commencé à me poser les bonnes questions, tous les problèmes que j'avais qui étaient liés au paillis ont disparu. Je dis presque tous les problèmes parce que dans un jardin, il va toujours avoir des problèmes. Il faut accepter ce fait-là puis pas virer fou à tenter de tout faire parfait. La nature est pas faite pour se faire mettre dans une boîte carrée. C'est une danse poétique de chaos puis d'opportunités. Donc, quelle quantité de paillis vous devriez mettre dans votre jardin? Pour nous aider, on va regarder c'est quoi les rôles majeurs que le paillis joue dans un jardin. Protéger le sol contre l'évaporation et le garder frais, nourrir les organismes dans le sol et devenir du compost au fil du temps, prévenir l'érosion due aux pluies et aux grands vents, créer un habitat naturel pour certains organismes, isoler le sol du froid et du gel, aider à contrôler les mauvaises herbes. Donc, en gros, le paillis, c'est un outil ou un accessoire qui va aider ton jardin à mieux performer selon ta situation spécifique. Mais c'est le jardin qui reste l'étoile, pas le paillis. Puis si on regarde le thème commun qu'il y a entre ces 6 rôles-là, on pourrait vite remarquer que c'est l'eau. Fait qu'on regarde ça de plus près. Le premier est assez évident. S'il fait vraiment chaud dans ta région, le paillis va aider à protéger la précieuse humidité qui est en dessous, limiter l'évaporation d'eau puis garder le sol frais. Quand ton paillis finit par se décomposer puis venir du compost, il ajoute énormément de matière organique au sol, ce qui rend la structure de ton sol beaucoup plus friable puis légère. Puis ensuite, ton sol devient un peu comme une éponge puis a beaucoup plus de potentiel pour retenir l'eau. Dans des régions avec beaucoup de pluie ou de vent, le paillis va aider à garder ton sol en place, ralentir le débit d'eau, puis laisser l'eau pénétrer dans le sol. La majorité des insectes, qu'ils soient bons ou mauvais, aiment vraiment l'humidité d'un paillis. Les vers de terre adorent particulièrement ça, parce qu'après avoir mangé un peu de paillis, leurs excréments vont enrichir le sol, pendant que les tunnels qui creusent vont aérer le sol puis vont laisser l'eau pénétrer jusqu'aux racines des plantes. Dans les climats plus froids, mettre une épaisse couche de paillis avant l'hiver va aider l'eau contenue dans le sol à geler moins rapidement puis à geler moins profondément aussi, ce qui aide à protéger la vie présente dans le sol, parce que c'est pas la terre qui gèle, c'est vraiment l'eau qui gèle. Le 6e rôle a moins rapport avec l'eau, mais fallait que je l'inclue à la liste parce que c'est probablement son utilisation la plus populaire, c'est-à-dire le contrôle des mauvaises herbes. Ça aide contre les mauvaises herbes parce que ça empêche le soleil de se rendre au sol. Donc, si les conditions germinatives des semences ne sont pas atteintes, les semences ne germeront pas, puis vont probablement juste pourrir dans le sol. Mais attention, ça pourrait aussi arriver à vos semences. Bon, maintenant qu'on sait que le paillis peut être bénéfique au jardin, quelle quantité il faudrait mettre? Puis à quel moment il faudrait le mettre? Pour répondre à ça, on va déterminer dans quel type de climat tu habites. Je me rappelle quand j'habitais encore au Québec puis je faisais face aux hivers qui durent à peu près de la mi-novembre jusqu'à la mi-avril, je couvrais tous mes jardins de A à Z avec du paillis, juste pour être certain de ne pas décevoir les dieux du paillis. Donc déjà au printemps, je me dépêchais de préparer mes plates-bandes, ajouter de la terre, puis ensuite mettre une tonne de paillis par-dessus ça. Parce que, tu sais, ils disent qu'il faut, mais tout ce que je semais, je germais pas ou peu. Puis j'avais beaucoup de semences qui pourrissaient. Puis même sur les paquets de semences, ça disait par exemple de semer à des températures de 18 degrés à l'extérieur. Puis qui faisait 18 degrés à l'extérieur? Mais mon sol était beaucoup plus froid que ça. Il n'y avait jamais eu une seule seconde pour profiter des rayons du soleil. Fait qu'il n'y avait jamais eu le temps de se réchauffer. Ce qui retardait ma saison de jardinage d'environ 1 mois, 4 semaines, ce qui est énorme au Québec. On va analyser 4 types de climats différents qui devraient couvrir les besoins d'à peu près tout le monde. On va commencer par la zone froide tempérée, comme l'Est du Canada, le Nord-Est des États-Unis, le Nord de l'Europe, etc. Où est-ce que tu as 4 saisons très distinctes. Souvent, les hivers sont froids et longs, puis les étés vont être chauds avec très peu de pluie. Puis le printemps puis l'automne, ça va être un peu un mix entre les deux. Dans ce genre de climat, j'aime mettre une tonne de paillis juste avant l'hiver pour aider à protéger la vie qui réside dans le sol. Donc ici, tu pourrais facilement avoir 1 pied de paillis et plus, parce que ça se compresse avec le poids de la neige. Mais après l'hiver, quand tout a fondu, j'enlève
tout le pays, de tous mes jardins, puis je laisse mon sol se réchauffer. Au printemps 2020, en fait, j'ai poussé ça à l'extrême en bâtissant des petites serres pour couvrir toutes mes plates-bandes de manière à accélérer le réchauffement du sol. Puis cette année-là, au lieu de perdre un mois de culture, j'ai gagné un mois de culture. C'est 2 mois de différence. Puis ensuite, à mesure que les journées se réchauffent, tu peux graduellement rajouter du paillis pour que les jardins puissent conserver leur eau puis leur fraîcheur pendant les mois d'été qui sont souvent plus chauds puis plus secs. Je mettrai environ de 1 à 4 pouces de paillis pour couvrir complètement le sol. En automne, faites rien de différent. Le paillis a pas mal fait sa job. Vous en êtes à l'étape de juste récolter vos légumes puis fermer votre jardin pour l'hiver. Le prochain type de climat qu'on va regarder, c'est le climat aride, où l'eau se fait très rare puis vient souvent juste sous forme de tempêtes extrêmes qui frappent juste une couple de fois par année. Peut-être. Dans ce type de climat, tu veux un maximum de paillis pas mal en tout temps. Les sols sont soit presque du sable pur ou de l'argile hyper sèche. Dans les 2 cas, il n'y a pas de matière organique dans le sol, donc ils ne peuvent pas agir comme une éponge pour stocker l'eau. Un sol sableux va juste laisser passer l'eau à travers sans rien retenir, puis un sol argileux va être imperméable à l'eau puis la laissera pas pénétrer. Au contraire, ça va presque repousser l'eau puis accélérer l'érosion du sol. Donc idéalement, dans ce type de climat-là, c'est de garder chaque goutte d'eau sur sa propriété. Mon mentor virtuel de permaculture, Geoff Lawton, a parti un projet qui s'appelait Greening the Desert au début des années 2000 en Jordanie, juste à une couple de kilomètres de la mer Morte, qui est probablement une des pires places au monde pour jardiner parce que c'est une des plus sèches au monde. La manière dont il a utilisé le paillis dans ce projet-là a été particulièrement brillant. Ils ont creusé des fossés puis des swells très larges et très profonds pour récupérer toute l'eau qui tombait durant les très rares pluies. Puis ils ont complètement rempli les fossés avec du paillis pour protéger la précieuse eau qui s'était accumulée au fond des fossés. L'humidité sous le paillis allait attirer de la vie, qui, elle, aiderait à la décomposition du paillis au fil du temps pour ajouter de la matière organique que les sols avaient vraiment besoin. La partie drôle à propos de cette histoire-là, c'est qu'après une couple de mois, Geoff reçoit un email de panique d'une des personnes qui étaient sur les lieux, qui disait qu'il y avait un énorme problème dans les swells parce qu'il y avait des champignons qui commençaient à pousser. Geoff a parti à rire en disant que c'était pas un problème. Au contraire, c'est un signe qu'il y a beaucoup d'activité dans le sol et que la vie est en train de revenir. Puis le paillis a pas juste fait la job extraordinaire de ramener de la vie dans le sol, mais ils ont remarqué après un bout de temps que le sol est en train de se désaliniser. C'est pas que l'eau poussait le sel contenu dans le sol de plus en plus creux, qui est un pire problème en fait. C'est que les molécules du sel se joignaient aux molécules du compost puis devenaient inertes et insolubles, ce qui rendait le sol tellement plus hospitalier pour les racines. Dans ce type de climat, il faut idéalement avoir du paillis en tout temps, puis dépendamment de ta situation, ça serait préférable de faire des jardins dans des vallées au lieu d'avoir des jardins surélevés. Puis aussi de partir tous ces semis dans une pépinière protégée du soleil pour ensuite les transplanter dans les petites vallées pleines de paillis. Je mettrais aussi probablement des tunnels de plastique pour protéger davantage contre le soleil, puis je passerais des tuyaux d'irrigation goutte à goutte à travers le paillis pour sécuriser chaque précieuse goutte d'eau. Dans un climat tropical, tu as le problème inverse. Si tu habites proche de l'équateur, tous les jours sont pareils, un peu comme dans Groundhog Day. Il y a 12 heures de jour puis 12 heures de nuit. Puis tu te manges souvent un orage d'en face en fin d'après-midi. Plus tu es proche de l'équateur, plus tes jours vont être semblables. Plus tu t'éloignes de l'équateur, plus tu vas sentir qu'il y a des saisons. Dans ce type de climat-là, la sécheresse n'est pas vraiment un problème. Par contre, l'eau peut devenir un gros problème. Donc, le rôle principal du paillis, c'est vraiment juste pour retenir ton sol en place pendant les grosses pluies. Je mettrais juste un minimum de paillis, puis je ferais tous mes jardins en butte surélevée. Tu veux juste mettre assez de paillis pour être encore capable de voir un peu à travers. En fait, j'ai l'impression que dans cette région-là, la meilleure manière d'utiliser le paillis, c'est pas dans ton jardin, c'est dans les chemins. Puis en faisant ça, ça donne 3 avantages. Premièrement, ça protège la structure des côtés de tes buttes qui pourraient avoir tendance à s'affaisser après plusieurs pluies. Tu vas aussi attirer des vers de terre et d'autres insectes bénéfiques qui vont quand même faire un excellent job d'aérer le sol en dessous de tes chemins, mais aussi de s'étendre un peu dans tes jardins. Puis le troisième rôle qui est probablement le plus apprécié, c'est de garder tes chemins propres puis pas pleins de boue. Donc pour la région tropicale, pas beaucoup de paillis dans vos jardins, mais beaucoup dans vos chemins. Le climat continental est un peu comme le climat tempéré en termes de jardinage. Tu as 4 saisons, mais la différence entre les saisons, ou même de jour en jour ou à l'intérieur du même jour, peut être assez extrême parce que c'est des régions qui sont loin des grands bassins d'eau, les océans. Puis la masse thermique des océans accumule toute la chaleur du soleil puis la redistribue en ondes infrarouges sur les côtes. C'est ce qui fait que le climat est beaucoup plus stable ou tempéré, puis c'est ce qui manque dans les régions continentales. C'est la région qui, pour moi, est la plus difficile pour vous donner une indication précise de quelle quantité de paillis mettre parce que ça peut devenir extrêmement spécifique.
Mais avec la totalité de l'information que je présente dans cette vidéo, vous allez être en mesure de vous poser les bonnes questions puis de savoir quoi observer. Mais je suggérerais de mettre une quantité modeste de paillis dans la saison sèche, environ 2-3 pouces, puis d'en enlever pendant les saisons avec plus de pluie. Mais il faut toujours garder l'œil ouvert sur nos jardins. Le sol reste toujours mouillé, enlève du paillis. Faut que tu arroses à chaque jour, rajoute du paillis. Il y a aussi la région polaire où c'est pas mal l'hiver à l'année longue, avec un tout petit été. Fait que si tu viens de cette région-là, que tu aimes jardiner, puis tu te demandes quelle quantité de paillis tu devrais mettre dans ton jardin, moi, je te conseillerais de sauver de l'argent, acheter un billet d'avion, puis de foutre le camp au plus de ce pays-là. Maintenant qu'on a identifié dans quelle région tu étais, il reste à savoir quel type de paillis tu devrais mettre dans tes jardins. Parce qu'en termes de paillis, il y a vraiment beaucoup d'options. Mais ça dépend de la plantation que tu veux faire, du type de projet que tu as, puis quel type de paillis existe dans ta région. Je dirais que la règle numéro 1, ce serait de trouver ton paillis localement. Puis si tu peux le trouver gratuitement, c'est encore mieux. Je me rappelle quand j'habitais encore au Québec, en banlieue, il y a énormément de gens qui vont ramasser leurs feuilles sur leur terrain. Ils vont prendre ces feuilles-là, ils vont toutes les mettre dans des gros sacs. Puis ensuite, ils vont prendre ces sacs-là puis ils vont gentiment les déposer sur le bord de la rue, juste pour toi. Fait qu'une année, j'ai ramassé 180 sacs de feuilles que j'ai ramenés chez nous. Mais attention, il faut être prudent avec les feuilles. Habituellement, tu veux les mélanger avec quelque chose d'autre parce que juste des feuilles, ça peut créer une couche sur le sol qui ne laisse pas entrer l'air dans le sol, ce qui peut entraîner une déficience en oxygène puis le rendre anaérobique, ce qui n'est pas très bon pour les organismes bénéfiques puis les racines qu'il y a dans le sol. Idéalement, tu veux un paillis qui respire. Mon préféré, c'est définitivement la paille. Parce que c'est facile à trouver, c'est souvent pas trop cher, puis ça vient dans un format extrêmement pratique et rectangulaire. La paille, c'est léger, puis ça laisse l'air passer au travers. Mais assurez-vous de trouver de la paille et non du foin avec les semences, parce que vous allez avoir des céréales qui vont pousser dans votre jardin au lieu des carottes. Ce que j'aime souvent, c'est laisser pousser des sections de mauvaises herbes jusqu'à leur floraison pour attirer une tonne de pollinisateurs, spécifiquement les natifs de ta région. C'est souvent ceux que les pollinisateurs préfèrent. Donc, tu peux aussi profiter de leur présence pour polliniser des tomates ou tes melons. Puis juste avant que les herbes natives commencent à faire des graines, je les coupe puis je m'en sers comme paillis. Ce qui fait que tu te ramasses pas avec plein de semences dans ton paillis puis tu maximises la quantité de paillis que tu as l'ayant coupé au bon moment. Un bon exemple, le gros tas de paillis que j'ai utilisé dans la photo du thumbnail de mon vidéo, je l'ai fait juste avec un couteau de jardinage puis ça m'a pris environ 20 minutes. Puis ça serait sûrement assez de paillis pour un jardin d'une grandeur normale pour une année complète, gratuitement. OK, en ce moment, je suis chanceux, je suis dans un climat subtropical, donc la matière organique est vraiment facile à trouver. Mais même dans un climat aride, tu pourrais trouver de la matière organique pour utiliser comme paillis. La majorité des gens sur la planète voient ça comme un déchet ou comme du combustible pour faire du feu. Donc, en demandant et en gardant l'œil ouvert, on peut toujours tomber sur un trésor. Un autre point super important à savoir, c'est quel type de projet que tu as. C'est juste un sympathique jardin de cour arrière ou ben non, c'est l'implantation d'une forêt nourricière au grand complet? Parce que le paillis idéal pour des légumes ou des plantes annuelles est différent que celui pour des arbres. Pour des jardins, tu veux un paillis qui respire, qui est facile à mettre ou à enlever, puis qui se décompose relativement vite. De la paille, des herbes coupées ou des feuilles vont bien fonctionner. Pour les arbres, je préfère mettre des copeaux de bois parce que ça se décompose plus lentement que de la paille. Les copeaux, c'est aussi génial parce que ça se transforme en un compost qui favorise la formation de mycélium dans le sol. Ce qui veut dire que vous allez avoir comme des champignons qui vont aider la décomposition du bois puis créer un gigantesque internet de mycélium dans votre sol qui vont aider les arbres puis les plantes à communiquer ensemble puis de favoriser l'échange des nutriments entre eux. C'est la raison numéro 1 pourquoi je ne mettrais pas de copeaux de bois dans mon jardin. Parce que les plantes annuelles puis les légumes nécessitent un compost avec une haute teneur en azote, surtout pendant leur période végétative. Tandis que les copeaux de bois pourraient voler de l'azote aux plantes parce qu'eux ont besoin de l'azote pour se décomposer. Évidemment, ça ne serait pas un désastre si tu mettais des copeaux de bois dans ton jardin, mais je trouve ça juste un peu moins optimal que mettre quelque chose comme de la paille, des feuilles ou des herbes coupées. Les légumes peuvent facilement se débrouiller sans l'Internet dans le sol. Je sais que c'est un peu compliqué, mais quand on regarde la nature, c'est quand même assez simple. Si tu vas dans une forêt, quel genre de compost la forêt va naturellement produire? Un compost à base de mycélium, vu que la majorité des débris qui tombent au sol sont des branches d'arbres. Puis quel genre de compost tu vas naturellement retrouver dans une prairie? Un compost à base bactériologique fait au fil du temps avec les herbes puis d'autres plantes non ligneuses. À ne pas oublier non plus les troupeaux d'herbivores qui viennent dévorer une prairie au complet puis d'y laisser leurs excréments extrêmement riches en azote, qui est de loin la meilleure manière de créer du sol fertile. Donc, pour résumer, si tu fais une forêt nourricière ou tu veux planter un arbre, t'es mieux d'y aller avec des copeaux de bois. Mais fais attention, pas de résineux, pas de conifères. Puis si tu y vas pour un jardin, ben t'es mieux avec un paillis non ligneux comme des feuilles, des herbes coupées ou de la paille. Puis toujours essayer de trouver son paillis localement. Je sais que c'était pas mal d'informations à digérer. Fait que si vous voulez voir de ces conseils-là appliqués dans un jardin, vous pouvez cliquer ici pour regarder le vidéo de mon jardin que j'ai fait étape par étape.
Ciao.